Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. Personne n'avait de soupçon. J'étais rédacteur en chef, entraîneur, je faisais du bénévolat. J'avais de très bons amis et j'avais une belle famille. Ça explique pourquoi mon arrestation a été un tel choc. J'ai passé ma vie à mentir, à me justifier et à me demander si on allait me pincer. J'ai vraiment essayé de me retenir. J'ai tenté de mener une vie honorable. Je sais que ma vie aurait été différente. Pas parfaite, mais meilleure, si je n'étais pas allé sur Internet. Gitawag ko ni ate, dali ragod. Unsa man, wa ko katubag ato kay. Ipasod ko dito niya, ipahubo ko sa ingon to si hubuon ako ang akong sanina niya. Kuandahan ko sa computer. Kita ko Amerikano na naghukas. Tanaw siya nako. Une petite fille, à l'autre bout du monde, est attirée vers les recoins les plus sombres d'Internet. Là, on peut trouver de la pornographie infantile, des drogues, des armes, de faux passeports, de l'argent de contrefaçon. C'est un lieu où tout le monde est anonyme et dissimulé aux autorités. Bienvenue dans le web obscur. Vous pourriez être tenté d'y jeter un coup d'œil. Pourquoi pas ? Ce n'est qu'un simple clic. Ici, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a vraiment rien de permanent. On peut gagner 80 $ par mois pour de la corde. Mais si on montre son corps, 80, 140, pour une séance de 30 minutes, c'est facile. La cyberpédophilie. C'est une épidémie sur l'île de Cebu. Votre fille réussit à l'école? Ça se passe bien. Jonah Nunez, travailleuse communautaire pour l'ONG Forge, la combat farouchement. Même les petits garçons, même les petites filles, ils savent déjà à leur âge ce qu'est la cyberpédophilie. C'est une séance où l'on enlève ses vêtements, où l'on montre son corps à l'écran sur Internet. Ce qui est terrible, c'est quand un parent agresse sexuellement son propre enfant. Parfois, il arrive que le parent bande les yeux de l'enfant et ait des rapports sexuels avec lui, devant la caméra. L'enfant ne comprend pas ce qu'on lui fait. Étiez-vous là quand c'est arrivé? Ou elle vous l'a raconté? J'étais là. Vous étiez là? Avez-vous donné votre consentement? On était vraiment démunis. On n'avait même pas d'argent pour acheter du riz. En se prêtant au cybersexe, elle a aidé la famille à survivre. L'accès à Internet se répand plus vite aux Philippines que presque n'importe où ailleurs. Et 80% du service est à large bande. À l'autre bout de ces câbles, il y a des serveurs.
certains cachés dans le web invisible. Il faut un navigateur particulier pour y accéder, pour cacher l'adresse IP de l'ordinateur. Le premier navigateur du genre était Tor, ou l'oignon, ainsi nommé vu ses couches de cryptage. Tor et le web invisible était au départ un projet lancé par le laboratoire de recherche de la marine aux États-Unis pour protéger les communications du personnel du gouvernement. Le projet Tor a des serveurs partout dans le monde. Et ces serveurs acceptent des connexions provenant d'utilisateurs comme celui-ci, puis ils relaient ce signal. Toutes ces connexions sont cryptées pour que personne ne puisse découvrir qui est l'utilisateur ou encore ce qu'il fait. Le gouvernement permet le libre accès à Tor, et il est rapidement détourné à des fins sinistres. Le web invisible naît. 2,5 millions de personnes utiliseraient Tor pour aller sur le web invisible chaque jour. La cyberpédophilie y est omniprésente. Plus de 100 millions d'images explicites d'enfants, sans compter la diffusion en direct par des caméras web. Je veux plonger dans l'esprit de ces personnes, dans ce lieu très secret qui crée une excitation devant ce genre d'images. Dans un hôpital psychiatrique haute sécurité à Montréal, il y a une pièce appelée la cave, la chambre forte. Là, Patrice Renaud et son équipe de psychologues étudient les pensées les plus intimes de délinquants sexuels condamnés. On installe d'abord un casque EEG. Puis on leur met des lunettes stéréoscopiques dotées d'un dispositif intégré qui suit le mouvement des yeux. On demande ensuite au sujet de s'installer une jauge pénienne qui nous donne une idée de la tumescence, c'est-à-dire du degré d'érection du sujet à chaque instant pendant la procédure. Ensuite, on présente une série d'animations visuellement immersives qui ramènent le sujet dans l'état précis qui l'a conduit à commettre les gestes réprouvés par la loi. Des enfants jouent dans une piscine. Vous remarquez une petite fille, âgée de 8 à 10 ans, qui sort de la piscine et se dirige vers vous. Vous pensez à quel point vous aimeriez la toucher. Pendant que le sujet est immergé dans cette scène virtuelle du crime, l'équipe observe ses réponses physiologiques. S'il combat son érection en détournant les yeux, le dispositif le détecte. Les résultats sont utilisés pour évaluer le danger que pose le délinquant et s'il doit être incarcéré. Pour l'homme avec lequel on travaille en ce moment, on a recréé un épisode lors duquel il a agressé une petite fille de 6 ans dans son appartement avant de la tuer, malheureusement. Donc, on cherche à comprendre ce qui a motivé l'homme à poser ses gestes à ce moment. Le meurtre fait-il aussi partie du volet sexuel du crime? Ainsi, ça nous permet de plonger plus profondément dans l'esprit du sujet pour connaître ses préférences sexuelles. On estime qu'1% des hommes sont pédophiles, c'est-à-dire qu'ils sont surtout attirés par des enfants prépubères, même si ce n'est compensé. De nombreux psychologues voient la pédophilie comme une préférence bien ancrée que l'on ne peut pas changer, mais seulement gérer. Then, atong nga time wala may kwarta. Naman kung ato'y amiga din. Ang iyang ate may labing ato. Then, ni-offer ko nga pwede ba ako. Instructionan mi nga pa kupo nga mga copper nga sanina din. Et qui est-ce que tu as vu à l'écran de l'autre côté de la caméra? Ang foreigner, De quel âge? 50 plus.
Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es sentie à ce moment-là? Naglago. Car dans ton quartier, est-ce qu'il y a d'autres enfants qui se livrent à ce genre d'activité? Halos tanan. Est-ce que tu peux me dire combien à peu près? Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Balik ako tugante. Ça se voit clairement quand un enfant participe à ce genre d'activité. Pour lui, la vie a perdu sa valeur. À l'école, c'est comme s'il se retrouvait dans un tout autre monde. Il est traumatisé et ça le hantera toute sa vie. Ces enfants sont victimes de Philippins. Ils sont victimes de membres de leur propre peuple. Mais les étrangers sont pires. Pourquoi est-ce qu'ils font ça à nos enfants? C'est dur. Je les déteste. Pourquoi traitent-ils nos enfants comme des marchandises? Juste parce qu'ils ont de l'argent. Parce que c'est tellement facile pour eux de payer. Ils ne voient pas que ce sont des enfants. Les Américains, ainsi que tous les autres étrangers d'ailleurs, ils ont fait de notre pays une victime. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on unisse nos efforts et qu'on mette un terme à ça. C'est le problème numéro 1 dans notre société. Si on n'intervient pas dès maintenant, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Les enfants ne sont pas à vendre. Les enfants, vous n'êtes pas à vendre. Alors j'aimerais demander à ceux qui ont inventé cette technologie, à ceux qui ont créé cette technologie, pouvez-vous l'utiliser afin d'empêcher qu'on fasse du mal à nos enfants par un simple clic? My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day, I have to sit in front of the webcam and talk to men. They play with themselves. They want me to play with myself. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model. Sweetie était l'appât dans une opération menée par Terre des Hommes, une ONG néerlandaise, en 2013. As soon as I go online, they come to me. 10, 100, every hour. So many. Sweetie a berné plus d'hommes qu'on aurait pu l'imaginer. Sur une période de 10 semaines, plus de 20 000 hommes ont offert de la payer pour du cybersexe. 1000 d'entre eux ont donné des renseignements personnels. Ils venaient de 71 pays. Si vous trouvez que c'est beaucoup, sachez ceci. Sweetie n'était présente que sur 19 sites de dialogue en ligne. Le FBI estime qu'il en existe plus de 40 000, où en tout temps, 3/4 de millions de personnes cherchent de la pornographie infantile. Sweetie était commandée par 4 chercheurs dans un entrepôt d'Amsterdam. Sweetie 2.0 pourra générer ses propres dialogues et tenir des milliers de conversations en même temps, mais seulement si elle obtient l'accès aux sites hautement cryptés où s'échange la pornographie infantile. Sweetie a évolué, mais le web invisible évolue plus vite encore. Un jour viendra où il sera trop difficile de faire enquête. Je ne pense pas qu'on puisse contourner le cryptage. Et je crois très sincèrement que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il existe des sites très privés, vraiment inaccessibles, vraiment performants, qui offriront à ces consommateurs très spéciaux tout ce dont ils ont besoin. L'évolution est 2 fois plus rapide que celle de la cybersécurité. Il ne nous reste qu'environ 2 ans.
L'opération d'infiltration Sweetie n'a pas complètement réussi. Europol savait que certains juges y verraient un piège. Sur les 20 000 hommes qui ont mordu à l'appât, seulement 6 ont été condamnés. Mais Sweetie a éveillé les gens au problème de la cyberpédophilie. Shortly after my arrest. To me, since my arrest. Okay. And my phone number. Oh, and your phone number. On m'a libéré à la condition que je n'utilise pas Internet et que je n'ai pas d'ordinateur. Que je n'approche pas des lieux où se tiennent les enfants, comme les parcs, les centres récréatifs, les piscines. Quand je regardais des enfants en ligne, je me détestais de faire ça. C'était mal. Je savais que ces enfants avaient subi des agressions et qu'ils en garderaient des séquelles toute leur vie. Parfois, je les regardais et je me demandais où ils étaient et ce qu'ils avaient vécu comme horreur. C'est une pensée abstraite et ça n'empêche pas de continuer. Les psychologues appellent cela la dissociation. L'écran permet à l'individu de se détacher de ce qu'il fait en ligne et de créer une autre réalité où les normes sociales ne s'appliquent plus. Je ne défends pas ceux qui regardent ces images, mais si personne n'en produisait, on n'en regarderait pas. Les producteurs de pornographie infantile aux Philippines sont ciblés. Régulièrement, une descente fait les nouvelles. Les enfants voient les policiers emmener leurs parents menottés. Les autorités placent les enfants dans des refuges où ils vivent pendant que leurs parents purgent leur peine. Mais éradiquer la cyberpédophilie, c'est comme de combattre le commerce de l'héroïne en détruisant les champs de pavots. Si la demande mondiale est suffisante, il y aura toujours des gens pour y répondre, surtout dans les pays pauvres comme les Philippines. Depuis plus de 2 ans, le Children's Legal Bureau essaie d'amener la police à arrêter le couple qui prostituerait ses propres enfants. Rien n'est fait. Il n'y a pas encore eu de perquisition. Mais tout le monde à Sottungan est parfaitement au courant qu'ils produisent de la cyberpornographie. Les enquêteurs ont monté un dossier impressionnant. Ils ont le plan de la maison et tout ce qu'il faut pour une perquisition. Mais chaque fois qu'ils prévoient une rencontre, les policiers la repoussent. La communauté devrait s'insurger. La communauté est au courant des activités de cette famille. Mais certains membres du voisinage dépendent de cette famille parce qu'ils peuvent lui emprunter de l'argent facilement. Alors, vaut mieux garder le silence et ne rien faire. On assiste à la création de marchés sur le web invisible. Alors, de la même façon qu'il y a eu un certain nombre de tentatives ratées pour établir des réseaux sociaux avant Facebook, sur le web invisible, les sites et les forums apparaissent et disparaissent au sein d'une communauté d'utilisateurs acharnés qui travaillent à construire, et j'espère me tromper, le réseau parfait pour partager de la pornographie infantile. Si 1% de la population générale a réellement cette attirance, pensez à la demande qui n'est pas comblée et qui pourrait l'être grâce à ces réseaux. C'est une époque dangereuse. C'est un peu comme la course aux armements, parce que avec la création d'Internet et de la réalité virtuelle, la pornographie change, comme la pornographie infantile. Et on essaie de devancer cela. Monsieur Renault et son équipe essaient d'utiliser la réalité virtuelle pour aider les pédophiles à maîtriser leurs pulsions. Même si quelque chose de mal se produit ici, comme une érection complète, il n'y a aucun enfant. C'est virtuel. Cela soulève une question intrigante. Et si on pouvait utiliser des avatars comme Sweetie comme partenaires virtuels pour les pédophiles? Ils pourraient satisfaire leurs désirs sans danger. Peut-être que moins d'enfants seraient agressés. C'est un pari risqué.
Pour certains hommes, ça pourrait avoir l'effet contraire. Utiliser la réalité virtuelle pour vivre sa sexualité, c'est une avenue très délicate parce que certains fantasmes peuvent être vécus de manière très intense et ainsi laisser des traces dans le cerveau. Alors, où est la frontière, la limite? Que peut-on vraiment permettre à quelqu'un de faire? Il n'y a pas de remède. Aucune opération ne peut éradiquer la cyberpédophilie dans le monde. Tout dépend de la technologie et de notre capacité à comprendre que chaque clic a des conséquences. Personne ne peut expliquer cette attirance. Ça relève du hasard. On ne peut pas décider qui on est. Mais on décide ce qu'on fait. Pourtant, la cyberpédophilie continue de se répandre, surtout dans les pays en développement. Il faut régler le problème de la pauvreté, de la vulnérabilité. C'est vraiment ce qu'il faut faire, peu importe ce qui se passe en ligne. Les parents croient que le cybersexe les aide. Mais que deviendra notre communauté si on force nos enfants à faire ça? Si on mène ce combat, c'est pour l'avenir de nos enfants.